La publicité et les médias montrent un rêve encore jeune, mince et tonique. C'est quelque chose d'inaccessible pour un grand nombre de personnes. C'est la raison pour laquelle le mouvement de Body Positive fait campagne pour les idéaux de beauté et de corps plus réalistes et plus diversifiés. Quels sont les effets sur la santé mentale et physique d'une vie conforme à un idéal de beauté? Et que pouvons-nous faire pour nous sentir bien dans notre peau, dans notre corps, même avec des courbes et des bourrelets? Examinons ces questions et bien d'autres aujourd'hui dans le cadre de l'Atobri Fit Digital Talk sur le body positive. Et c'est un grand plaisir de vous revoir ici et de pouvoir être à nouveau dans le studio après l'exposé sur la nutrition d'Atopri Fit qu'on a vu le mois passé. Je vous souhaite la bienvenue au nom de la compagnie d'assurance maladie Atopri. Bonjour et bienvenue à nos spectateurs de Suisse romande. Je m'appelle Tamasa Kessan et tout sera traduit simultanément en français pour vous. Moi, je vais continuer en allemand. Et à ce stade, mes meilleures salutations à notre interprète, Julia Zelm. Cet événement suit également la conception de la santé dans tout prix, la santé, ce qui est bon pour vous. Et apparemment, vous êtes des personnes bien numériques, donc votre assurance santé doit peut-être être numérique aussi. Et j'ai une bonne nouvelle. À tout prix SmartCare, c'est la première assurance maladie entièrement numérique. Mais lançons un petit peu la vidéo. La santé, c'est si tu mènes la vie que tu veux mener. Aussi libre, aussi active, aussi disciplinée, aussi originale, aussi fière et aussi naturelle et aussi numérique. Et lorsque ton assurance s'adapte à ce besoin, le diagnostic et le rendez-vous chez le médecin à tout prix SmartCare. La première assurance maladie entièrement numérique à tout prix. L'assureur maladie. Et voilà. Et vu que la santé nous tient à cœur dans ce talk, nous allons organiser tout cet événement conformément aux règles de l'OFB. Nous avons ici des parois plexi. Nous avons porté le masque avant, donc on se conforme aux règles de l'OFSB. Je souhaiterais maintenant vous présenter mes invités. Tout d'abord, Morena Diaz. Morena Diaz, tu es, si vous voulez, l'enseignante du primaire en bikini. C'est comme ça que tu es devenue bien cool. Tu es influenceuse sur Instagram, mais tu es également auteur d'un livre et tu es maman. Bienvenue parmi nous. Morena, aujourd'hui, nous allons parler du body positive et je voudrais bien démarrer cette émission avec ton corps. Qu'est-ce que tu aimes? Bon, il n'y a rien que j'aime pas dans mon corps, chez mon corps. J'ai appris à apprécier et à aimer mon corps et j'adore mes yeux. J'adore le rayonnement de mes yeux. Très bien. Ensuite, à côté de moi, j'ai le représentant masculin, Nick Youd. Youd, tu as déjà participé à un talk à ton prix. Tu es scientifique du sport et du fitness et tu es ambassadeur de la santé d'à tout prix. Qu'est-ce que tu aimes chez toi, ton corps? Qu'est-ce que tu apprécies? Moi, ce qui me plaît particulièrement, c'est d'avoir l'impression d'être en forme. Me lever le matin, de me sentir en bonne santé, c'est ce que j'apprécie particulièrement dans mon corps. La santé, c'est toujours une priorité, ce que je comprends. Et ensuite, nous avons une psychologue, il s'agit de Ronia Shiftan. Bienvenue parmi nous, Ronia. Tu t'es spécialisée dans le domaine de la psychologie des médias et de la nutrition. Ronia, qu'est-ce que tu aimes dans ton corps? Moi, je pense que c'est mon énergie que j'adore. J'adore l'énergie que je ressens en moi. J'ai un enfant, j'étais enceinte et j'ai fonctionné tout de suite après la naissance de mon enfant. Donc, créer de la vie, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Ça, c'est une belle réponse qui me plaît beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler du body positive. C'est peut-être un terme un peu abstrait dont on a peut-être entendu parler. Morena, qu'est-ce que cela signifie, le body positive? Qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le body positive, ça signifie qu'on aime son propre corps ou qu'on l'accepte, comme je viens de le dire, mais ça va beaucoup plus loin, car le body positive, c'est beaucoup plus. C'est un mouvement politique qui a été créé dans les années 70, qui est né dans les années 70. On souhaite avoir plus de visualisation, plus de visibilité pour les gens marginalisés. Ça peuvent être des personnes obèses, en surcharge pondérale, des personnes handicapées, des personnes très très poilues. Nous savons exactement de qui je parle. Nous savons très bien quelles personnes sont discriminées dans notre société et le
body positive, c'est justement conçu pour ces personnes. Ça, c'est une belle chose, mais le body positive, ça va beaucoup plus loin. On voudrait bien que ces personnes soient plus visibles dans le monde des médias, dans le monde de la publicité, mais qu'on montre pas seulement les personnes privilégiées. Par exemple, avoir une place d'un avion où on peut être confortable, même si vous n'êtes pas le plus svelte. Et ce mouvement de body positive est conçu pour ces personnes. On s'aperçoit qu'il y a des problèmes structurels. Les structures de la société doivent être plus agréables, plus confortables pour tout le monde, y compris pour ces personnes qui sont souvent exclues. Ça explique pourquoi il faut un mouvement politique. Il ne s'agit pas seulement de l'individu qui lutte pour ce body positive, mais c'est également un mouvement politique. Est-ce que c'est également un mouvement féministe? Absolument. Si c'est féministe, et maintenant une question un peu critique, est-ce que ça va peut-être pas réduire la femme au corps et on va à nouveau parler du corps de la femme avec une connotation positive? Oui, mais à nouveau la femme est réduite à son corps. Mais c'est quand même nécessaire. On ne peut pas s'en passer. C'est indispensable. Pourquoi? Pourquoi? Parce que finalement, il s'agit du corps. Tout le moment de body positive ne se limite pas à la superficie du corps. Il ne s'agit pas de rendre le corps encore plus beau, de l'idéaliser, mais il s'agit d'accepter différents types de corps dans notre société et d'avoir la possibilité de vivre avec différents types de corps dans la société. Ça va plus profondément. Mais il s'agit quand même du corps. Il ne s'agit non pas de caractéristiques de personne ou d'intelligence, mais il s'agit d'un corps qui est discriminé. Point bas. OK. Est-ce que ce terme peut être utilisé dans le monde masculin aussi, Nick? Est-ce qu'il s'agit également d'hommes lorsqu'on parle du body positive ou est-ce que c'est un truc qui se limite aux femmes? Tout comme Morena a dit, il s'agit du corps, oui, mais quand je regarde un petit peu les mannequins masculins ou les acteurs des professionnels du sport d'élite, le corps est toujours montré sous un angle absolument favorable. Donc je pense que ça concerne également les hommes. Et quand je regarde mon quotidien professionnel, je vois que dans le monde du sport, en effet, le corps est quelque chose de très important pour les hommes aussi. Toi, Ronia, qui est psychologue de l'alimentation et de la nutrition, tu as sûrement vu des images de personnes obèses qui on fait un post avec le hashtag body positive. Je me pose la question, est-ce que ça n'est pas peut-être une espèce de promotion d'un corps qui risque de faire des maladies? C'est rigolo. Si tu me poses la question comme ça, c'est une question à laquelle pensent beaucoup de personnes lorsqu'ils pensent à cet aspect de body positive. Il y a souvent ce commentaire, ouais, mais c'est pas sain d'être gros, c'est pas bien, la surcharge pondérale. Mais il faut savoir que le sujet est très complexe. D'une part, l'adiposité, c'est quelque chose de très complexe, mais d'autre part, il est également très intéressant de voir combien les personnes réagissent de manière agressive à des corps qui ne correspondent pas à leurs idées reçues. Comme quoi, ces personnes, elles osent être tellement grosses et elles osent se montrer un bikini alors qu'elle est tellement grosse. Ça sont des stéréotypes que nous avons intériorisés. C'est devenu une espèce d'idée reçue. Il faut être comme ça et comme ça. Et lorsqu'on s'écarte de la norme, la personne est tout de suite conçue comme étant quelqu'un qui ose trop faire. Et non, c'est pas comme ça. Ne pas montrer, c'est ça qui nous rend malades. La stigmatisation nous rend malades, la stigmatisation du corps. Cacher toute cette diversité qui fait notre société, c'est ça qui nous rend malades. Si un petit garçon, une petite fille ne voit plus que des corps perfectionnés dans les médias et ailleurs, sans cesse, ce petit garçon, cette petite fille va faire la différence entre la personne parfaite et la personne qu'elle voit dans le miroir. Donc il y a toujours ce grand écart entre la réalité et ces images idéalisées. Et ça nous stresse et ça crée ce sentiment d'insatisfaction en nous. Je me vois non plus comme je suis, mais je me vois toujours comme une image négative de cette image parfaite. Toutes ces questions, quel poids est encore acceptable? Une image extérieure ne nous permet pas de vraiment voir ou de comprendre si une personne est en bonne santé. La seule chose qu'on voit,
C'est oui l'aspect extérieur, mais on ne connaît pas le comportement, on ne sait pas pourquoi la personne est svelte ou obèse. Et il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression qu'elles sont provoquées. Elles disent non, mais être gros, l'obésité, c'est pas bon pour la santé, c'est malsain. Mais je le vis régulièrement dans les discussions. Même si on regarde une personne svelte, on ne sait pas si cette personne est forcément en bonne santé, on ne sait pas comment se comporte cette personne, on ne connaît pas la pression artérielle de cette personne, les valeurs sanguines, etc. Tout ça, c'est des hypothèses. Notre société se concentre sur l'aspect extérieur et parfois on juge beaucoup trop rapidement et on dit tout de suite ça c'est pas ça. Mais la santé, qui est-ce qui définit la santé et qui est-ce qui connaît la genèse de la personne? Tu as soulevé une question hyper intéressante à laquelle je voulais revenir plus tard. Tu avais dit que parfois les gens sont un petit peu triggerés et moi je voulais poser une question bien osée. Je vais poser une question osée. En règle générale, toi, tu as dessiné l'image d'une personne satisfaite, en surcharge pondérale, oui, mais qui est très satisfaite. Et tu as dit comment cette personne ose être bien dans son corps gros. Et peut-être, pourquoi est-ce que ça crée quelque chose en moi? Moi, je connais mon corps. Je sais si je fais quelque chose pour mon corps, si je mange de manière saine, si je fais du sport, je suis bien dans mon corps. Je suis jolie à regarder. Par contre, si je bouffe de la malbouffe et je fais pas de sport, je grossis. Et très rapidement, je me prends comme exemple et je dis si je ressens cet effet, les autres doivent le ressentir aussi. Et puis après, s'il y a quelqu'un d'obèse qui est bien dans sa peau, je me dis mais comment c'est acceptable? Alors je me pose la question, est-ce que le body positive, pour une grande partie des personnes, c'est peut-être une espèce d'excuse pour être paresseux? Intéressant. D'où vient cette histoire de paresse ou bien manque de discipline? Même chose. Mais d'où viennent ces idées reçues? Notre société, elle est hyper orientée sur la performance. Et notre société a toujours ces idées reçues. Tu dois correspondre à ceci ou cela. Tu l'as très bien dit au début de la discussion. Nos normes, nos idées reçues sont tellement loin de la réalité. Ce que nous célébrons dans les médias sociaux, ce qui est invisible, etc. Ça, c'est une norme idéalisée qui ne correspond mais plus du tout à la réalité, pas du tout à la réalité. Et si toi, tu dis que tu peux manger de manière restrictive, faire des régimes et beaucoup d'entraîner, et peut-être à ce moment-là, tu vas correspondre à la norme de la beauté, c'est OK, c'est acceptable. Mais ça sont des stéréotypes où penser que quelqu'un est paresseux lorsqu'il est gros, je trouve ça quand même très osé. S'il te plaît, trimballe 30 kilos de trop ou 40 kilos, c'est pas de la paresse, mais c'est un entraînement, c'est dur, c'est sportif, entre guillemets. Tout ça, c'est des questions auxquelles il faut vraiment faire attention. Il faut faire attention à ne pas stigmatiser des personnes uniquement parce que elles sont sveltes, grosses, etc. On ne connaît pas l'histoire de cette personne. Des personnes obèses suivent des centaines de thérapies, de normes, de régimes. Et je mets ça en parenthèse, que personne ne peut suivre pendant plusieurs mois, mais ils sont ultra disciplinés, ils essayent vraiment de suivre ce régime alors que c'est un régime terrible et personne n'a le droit de stigmatiser une personne uniquement parce qu'elle est grosse. D'ailleurs, je pourrais dire aussi, mon corps c'est mon corps, pourquoi est-ce qu'il faut juger le corps d'une autre personne? Je trouve ça hyper superficiel. Et la santé aussi, en principe, c'est un truc individuel. Ça ne vous concerne pas. Pourquoi tu penses avoir le droit de juger mon état de santé? C'est ta vie, c'est ta santé. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant. Parce que on te juge souvent parce que tu as sur les médias sociaux comme influenceuse. Comment tu réagis lorsque tu entends ces jugements? Je dois dire ouvertement que moi j'avais des troubles alimentaires et au début ça a été extrêmement dur et grave et ça m'a régulièrement posé beaucoup de problèmes. Et puis j'ai décidé, moi je veux rester dans le public, je voudrais bien poster des choses, je voudrais bien suivre ma mission et je ne veux pas renoncer à tout ceci uniquement parce que des personnes jugent mon corps. Et puis j'ai dit la seule option que j'ai, c'est de ne pas
entendre, ne pas voir, fermer les yeux. Et j'ai le fait dès le début, j'ai pas réagir. Et aujourd'hui, je reçois parfois des commentaires encore plus graves, mais ça me concerne plus, ça ne me touche plus. C'est une espèce d'entraînement. Mais j'ai dit c'est dommage. Pourquoi est-ce qu'une personne dit je dois m'y habituer? Pourquoi c'est comme ça? Ça arrive sans cesse aux personnes qui sont discriminées. Ces personnes sont sans cesse discriminées, parfois de manière très subtile, parfois de manière assez ouverte. Les personnes sont réduites à leur corps et jugées pour leur corps, à cause de leur corps. Et c'est justement les personnes qui doivent se procurer une grosse couche pour se protéger. Je trouve ça dommage. Je trouve que tout le monde a le droit de vivre la vie qu'il veut vivre, qu'elle veut vivre, et de se concentrer sur les plus belles choses du monde, sur les petits plaisirs de la vie, sans cesse entendre « t'es pas suffisamment bien ». Justement, c'est ce qu'on entend souvent. Tu n'es pas suffisamment bien. Et si tu entends ça sur cesse, ça a des conséquences sur ta santé. Si à chaque fois le médecin vous dit « est-ce que vous avez déjà essayé de perdre du poids ?» ou alors si on va chez le médecin et qu'on dit qu'on a des maux de tête, le médecin va vous dire « c'est peut-être parce que vous êtes trop grosse ». Ces histoires ont des conséquences sur la santé. Et si on a sans cesse l'impression de ne pas être vu dans la société parce qu'on sort de la norme, quand on a l'impression qu'on ne peut plus aller au fitness parce que sinon tout le monde va nous critiquer parce qu'on y va, ça a des conséquences directes sur la santé et c'est une chose qu'on oublie souvent. Nico, comment est-ce que tu vois ceci? Il y a beaucoup de personnes qui viennent te voir, des personnes qui voudraient ou bien être plus jolies à regarder ou bien améliorer leur état de santé. Est-ce que parfois tu vois des personnes qui deviennent malades parce qu'elles font trop attention à leur santé? En effet, il faut faire une grande distinction entre la santé et l'image qu'on a de soi. Et lorsqu'on parle de l'image de soi, c'est pas seulement les gros, mais également les anorexiques. Mais je suis d'accord avec toi. Svelte, ça ne veut pas automatiquement dire que c'est en bonne santé, mais il y a quand même certains seuils dont on sait que médicalement, c'est pas très sain de dépasser ce seuil. Mais après, il faut faire une distinction entre les gens qui viennent pour des questions de santé ou alors des personnes qui viennent parce qu'ils veulent perdre quelques petits grammes. Là, il faut faire une différence. Moi, je préfère avoir affaire à quelqu'un qui a peut-être quelques petits kilos de plus et quelques petits bourrelets, mais qui bouge, qui pratique une activité physique, que des personnes hyper sveltes qui ne bougent pas du tout. Mais ça, c'est un point très intéressant. C'est cette histoire avec les valeurs seuil de la santé, etc., etc. Souvent, c'est un argumentaire qu'on utilise pour expliquer que l'obésité est un problème. Mais au lieu de se pencher sur les facteurs psychiques qui sont centraux pour la santé, pour le métabolisme. Nous avons les grands classiques. Si quelqu'un fait sans cesse des régimes parce qu'il doit réduire son poids, c'est beaucoup plus grave pour le métabolisme que quelqu'un qui dit « Ok, j'ai un certain surpoids, mais je mange de manière intuitive, je bouge. » C'est « health at every size ». Je pense que c'est beaucoup plus sain que se battre sans cesse avec ces régimes. Donc il faut ne plus catégoriser, mais plutôt prendre en compte la santé psychique qui est centrale aussi. Et c'est un aspect qui a des répercussions sur le comportement de santé et sur la santé aussi. Mais si j'ai quelqu'un de vraiment gros et que tu lui dis peut-être ça serait bien de perdre 1 kilo auto, je le fais non pas parce que cette personne sera plus belle, mais je le fais pour des aspects de santé. Et je trouve pas ça une discrimination vis-à-vis de la personne parce qu'il s'agit de la santé de la personne. Mais je te comprends. Je comprends si je dis à des personnes, je comprends que certaines personnes se sentent exclues ou agressées parce qu'elles ont l'impression qu'elles doivent perdre du poids uniquement parce qu'elles ne correspondent pas à la norme. Donc, en effet, il faut faire attention avec ces idées reçues et ces normes. Dans mon travail, c'est la santé qui prime et pas seulement le six-pack ou les beaux muscles. Ça, c'est très important, justement, se mettre d'accord sur la définition d'une image positive du corps. Je pense qu'il faut expliquer ceci. Une image positive du corps, ça signifie que je me conçois comme quelqu'un de bien, que je me sens bien dans mon corps et que je suis de l'avis que mon corps c'est une bonne chose et que je traite de manière favorable mon corps. Cette image positive du corps a une très forte influence sur mon comportement. Lorsqu'on a une idée positive de son corps, on fait mieux attention à son corps. Je l'aime,
je l'aime, donc je fais attention, je fais tout pour que mon corps se porte bien. Et ça a des conséquences positives sur la santé. Il faudrait donc arrêter de parler sans cesse des aspects extérieurs dans notre société, mais plutôt parler du comportement, indépendamment de l'aspect extérieur du corps. Que quelqu'un soit plus gros, plus fin, plus svelte, que quelqu'un souffre de cellulite ou autre. Il faut plutôt voir comment est-ce qu'on peut prendre soin de soi-même à travers l'alimentation, la nutrition, l'activité physique. Et je suis convaincue, si dans notre société, nous pouvons vraiment pratiquer cette body politic, accepter tout type de corps, on va réduire la discrimination et je suis sûre que ça aura un impact sur la santé aussi. Je trouve ça hyper intéressant parce que quelqu'un qui apprécie son corps et qui aime son corps saura beaucoup mieux se faire du bien que quelqu'un qui se déteste. Absolument, c'est une question d'attitude et on le sait d'ailleurs. Les études ont montré que des personnes qui ont une image plutôt négative de leur corps, qui ne s'aiment pas trop et qui sont sans cesse en train de râler, qui se conçoivent comme des personnes moches, ont tendance à pratiquer des comportements extrêmes. Moi, par exemple, ouais, moi, je suis le meilleur exemple. J'ai détesté mon corps. J'ai fait des centaines de régimes, 500 calories par jour. Un sport excessif? Bon, parce que j'ai pas aimé mon corps. Pourquoi est-ce que tu n'as pas aimé ton corps? Quand je te regarde, tu es une personne jolie. Tu n'es même pas quelqu'un qui a été très très gros. Pourquoi tu n'as pas aimé ton corps? Tu es une femme belle. Pourquoi à l'époque tu t'es pas aimée? Et pourquoi est-ce que tu as eu ce trouble alimentaire? Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Déjà, gamine, j'ai pas aimé mon corps. Moi, je me rappelle en effet que toute petite déjà, je sais plus quel âge j'avais, peut-être 12 ans, 11 ans, je sais plus. En tout cas, j'ai regardé mes jambes et je me disais, oula, oula, toute cette graisse sur mes cuisses. À 8 ans, 9 ans déjà, j'ai regardé mes bras et j'avais l'impression que j'avais les bras beaucoup trop gros. Et puis je me suis toujours comparée aux autres élèves. Souvent on m'a dit, t'as un petit bide, t'as un petit bide, t'as un petit ventre. Tout ça. J'ai adoré mes Barbies et les Barbies, elles étaient tellement sveltes, un idéal qu'on ne peut pas atteindre. Les poupées, ensuite toutes les princesses de Disney, tous ces stéréotypes et toutes ces petites pièces de puzzle ont créé en moi une image négative que j'avais de mon propre corps. Ensuite, toute cette industrie de la nutrition, des régimes. Il fallait même pas les médias sociaux, car à cette époque, j'avais pas encore les médias sociaux, mais moi, je me rappelle, à 12 ans, j'ai eu une grippe et j'ai plus mangé grand-chose. C'était la première fois, j'ai toujours adoré manger et j'ai perdu quelques petits kilos et puis j'avais moins de ventre. Et j'étais heureuse à 12 ans. À 12 ans, j'ai regardé ce miroir, je me disais, enfin, j'ai un peu maigri. À 12 ans déjà, oui. Ouais, très jeune. Et c'est normal. Moi, je suis également enseignante et pendant les quelques années où j'ai enseigné, j'ai vu des centaines de petites gamines qui se sont comportées de la même manière. Il y a une fille qui est montée les escaliers, redescendue les escaliers, montée les escaliers. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Je dis, ouais, je suis montée et redescendue, montée et redescendue. Je dis, pourquoi tu le fais? Elle m'a dit, ouais, on s'est entraîné pour pas grossir. J'ai dit, non mais t'as 7 ans, t'as 7 ans. Ou alors une collègue qui m'a raconté qu'elle a un petit enfant dans son école qui a partagé le petit casse-croûte avec sa copine pour pas grossir. Donc il y a beaucoup de facteurs. Nous vivons dans une société où on juge les personnes obèses. C'est dans nos têtes, nos cerveaux, et on dit il faut surtout pas être obèse. On veut tous être acceptés dans cette société. Donc on évite certaines choses. Entre autres, chez les femmes, c'est justement les poils. Puis il ne faut pas être gros. Donc, si possible, être invisible, pas prendre trop d'espace. Et c'était vraiment ancré en moi. Et la goutte qui a fait déborder le vase, c'était les médias sociaux. J'étais inspirée par des personnes qui ont publié des histoires de régime, les images avant-après. Je me disais, si ces personnes y arrivent, j'y arrive aussi. Et c'est comme ça que j'ai développé ces troubles alimentaires. À fond la caisse, à fond la caisse. Et c'est le chapitre le plus sombre
que tu as vécu et aujourd'hui tu es de retour et tu parles du body positive, tu acceptes encore. Donc c'est d'autant plus admirable. Comment tu peux sortir de cette situation difficile? Comment tu as pu sortir de cette détresse? Parce que c'est quand même hyper dur. Moi, je suis honnête. J'ai dû vraiment être dans une situation extrêmement difficile. Tout comme Rodia a dit, la santé psychique est aussi importante que la santé physique. J'étais dans ma salle de bain et j'ai plus pu me concentrer sur mes études parce que la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'était mince, j'ai consommé tant de calories pendant quelques minutes parce que j'avais cette envie de manger la 10e fois par jour et je me disais, c'est quand même pas acceptable. Et puis je me disais, ma vie, mon sens de la vie, c'est d'être svelte, d'être accepté par les personnes autour de moi. C'est quand même pas le sens de la vie. Et pour moi, c'est devenu le sens de vie. Moi, j'avais l'impression que ma vie n'avait plus aucun sens. Je me disais, il faut que je change quelque chose. Et c'est là que j'ai fait le déclic. J'ai dit, je suis svelte, mais je ne suis pas heureuse. J'avais peur de reprendre des kilos. C'était une phase difficile. J'ai essayé de manger des aliments sains, de faire du sport, mais je me disais, je ne peux pas concentrer toute mon attention sur une alimentation saine et sur le sport. Et en même temps, après, si je ne vais pas faire ce régime, pas faire tout ce sport, je vais reprendre du poids. J'ai dit, je dois apprendre à être bien dans ma peau, indépendamment du regard des autres, indépendamment de ce que les autres pensent de moi. Je ne suis pas cette couche extérieure qu'on voit de moi. Et jour après jour, j'ai travaillé. Et j'ai tant de marques de grossesse. J'ai encore beaucoup de peau, mais je me dis, c'est égal, comme on a dit avant. J'ai créé une vie, j'ai donné vie. Franchement, c'est comme ça. Et le corps, c'est quand même la folie ce que le sort, ça fait. Donc, l'aspect extérieur, ça ne joue pas de rôle. Bon, tu as évoqué la grossesse. Ça aussi, c'est un sujet typique. Beaucoup de femmes veulent rapidement revenir au corps de l'avant-grossesse. Est-ce que toi aussi, tu as voulu revenir au stade d'avant la grossesse? Oui. Ouais. Toi, tu n'es pas la femme parfaite. Non. Au début, j'étais folle du bébé. Bon, je le suis toujours, je suis folle amoureuse du bébé, ça oui. Mais j'étais tellement concentrée sur le bébé et je me disais tout le reste, ça m'est égal. Et puis gentiment, tu replonges dans la réalité, tu te concentres sur d'autres sujets, tu regardes encore et tu dis, bah dis donc, j'ai toujours le gros ventre. Et en effet, il y a toutes ces marques de grossesse, je les avais pas vues. En effet, et puis je me disais, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Et je me suis chopée en train de penser, d'autres personnes, elles ont tellement rapidement reperdu du poids. Je me disais, attention Morena, pas de stress. Tu sais qu'il y a des choses plus importantes que ça. Tu as créé de la vie, une vie. Il faut sans cesse travailler pour ne pas replonger. Il y a sans cesse des choses qui font qu'on replonge dans ces mauvaises idées. Il va toujours y avoir des personnes qui nous critiquent, surtout des personnes qui ont fait un trouble alimentaire. Ce sont des personnes qui sont particulièrement sensibles. Tu ne seras jamais entièrement libéré de ces idées où on se critique, où on ne s'aime pas trop. Je pense qu'il y a des personnes qui sont vraiment libérées, qui se sont libérées de ce trouble. Mais il y a également des personnes qui rechutent. Ça, c'est normal. C'est normal. Je sens Nick qui voudrait bien dire quelque chose. Ce que tu racontes, je le vis régulièrement. Régulièrement comme entraîneur, tu es régulièrement dans cette situation où quelqu'un a eu un bébé, voudrait bien perdre quelques petits kilos. D'une part, je comprends la femme, mais d'autre part, je me dis aussi, il faut s'accepter. Et je dis ce que tu dis, tu as donné vie. C'est quelques kilos trop. En principe, c'est égal. Et en même temps, je comprends la femme qui voudrait bien retourner à son corps d'avant la grossesse, parce qu'elle dit qu'elle est plus bien dans ce corps. Alors, est-ce que c'est mauvais si la femme me dit « je voudrais bien faire quelque chose parce que je ne suis pas bien dans mon corps » ou est-ce qu'il faut dire « body positive, laisse tomber ». Ça, c'est une bonne question. Et maintenant, Ronia peut réagir. Est-ce qu'on a le droit de vouloir correspondre à un idéal de beauté qui correspond même pas à un mannequin, mais à un idéal de beauté auquel on correspondait par le passé? Je
trouve ça très intéressant. Tout le reste, ça serait de l'idéologie pure. Le body positive, ça n'est pas une question d'idéologie. Il ne s'agit non pas de dire tu dois correspondre à X, Y pour être représentant de ce moment. Du tout. Il s'agit de l'acceptation de la diversité. Il s'agit de la visibilité de la diversité. Il s'agit de mesures structurelles. Morena l'a très bien expliqué. Accepter des corps plus gros qui prennent plus de place dans l'avion. D'ailleurs, c'est un commentaire plus tard. Je pense qu'il faut s'écarter de la simple question de la surcharge pondérale. Il y a d'autres aspects comme la peau, etc. Mais je ferme cette petite parenthèse pour revenir à ce que Nick a dit. C'est quelque chose de très individuel. Ce que je vis dans mon corps, la manière dont je me sens dans mon corps, est fonction de moi-même, de l'image que j'ai de mon corps. Moi, je trouve toujours très important de connaître le motif. D'un point de vue de psychologue, on se penche sur les motifs. Quel est le motif derrière un comportement? Et si mon motif, c'est de correspondre aux idées ou aux personnes que je vois dans les médias sociaux, je voudrais bien, je ne sais pas, correspondre à tel et tel mannequin dans les médias sociaux. Je dis, bon, ça, c'est peut-être pas vraiment bien pour la santé. Peut-être c'est uniquement une construction de notre société. Je voulais insister sur ce point avant que tu continues. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, on voudrait bien correspondre à un idéal de beauté qu'on a trouvé sur les médias sociaux? Qu'est-ce qui se passe avec une personne qui voudrait bien copier cet idéal de beauté? Ça peut avoir comme conséquence que tu vas tellement internaliser cet idéal de beauté que tu as l'impression d'être hyper moche. Surtout sur les médias sociaux, on voit les photos qui sont filtrées. C'est une question de position. Je peux bien me positionner et complètement changer ma silhouette et je peux superposer des filtres pour avoir une autre peau, etc., etc. Donc sur les médias sociaux, on ne voit jamais la peau avec des boutons, de l'acné, etc. On ne voit pas non plus les ventres après une grossesse ou après un fort régime. Tout ça, ça n'existe pas sur les médias sociaux. Donc je ne le vois pas. Et ça fait que moi, j'ai l'impression que je ne correspond pas à la norme, parce que je vois la norme. La norme, c'est la belle peau, etc., etc. Alors moi, je ne suis pas normale, je suis bizarre. Et il y a beaucoup de personnes qui disent « Oui, mais il faut être normal, je voudrais bien être normal. » Il ne s'agit même pas d'un devoir, mais je veux, d'un vouloir. Après, il faut se poser la question, c'est quoi la normalité? Qu'est-ce qui est normal? Et dans notre société, nous ne voyons plus d'anormalité. La normalité, elle est diversifiée, mais on ne la voit pas. Et si moi, je n'ai pas l'impression d'appartenir à ce groupe de normaux, parce que c'est moi qui ne suis pas normal, ça peut avoir comme conséquence que je vais m'autodiscriminer, je vais me retirer, je ne veux plus me montrer. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui ne vont plus jamais mettre un bikini, qui n'osent plus aller à la piscine, parce que ces personnes ont l'impression qu'elles sont trop moches. Lorsqu'ils ont des enfants, ils ne vont plus en piscine, ils se cachent, ils ne vont plus à la plage, ils vont sans cesse se cacher sous leurs vêtements. Qu'est-ce qui se passe avec la posture du corps? Qu'est-ce qui se passe avec les muscles si on se cache comme ça? Voyez-vous, tout ça, ça entraîne des conséquences incroyables. Pardon, je t'avais interrompu. C'est justement le problème de toute la branche de fitness. Cette non-visibilité. Si vous regardez la publicité de sport, je l'avais dit, c'est toujours les mannequins parfaits. Et moi qui voudrais bien apprendre la santé aux gens, et je dis, bon, bouge un petit peu, mais tu peux aller au fitness même si tu n'es pas très en forme. Moi, j'admire les personnes qui vont à la piscine alors qu'ils n'ont pas forcément un corps de rêve. J'admire ces personnes. Et en effet, c'est un problème. Parce qu'après, les gens n'osent plus se montrer. Il y a beaucoup de personnes qui me disent tout d'abord il faut être en forme, et puis la piscine c'est pour les beaux et les belles. Alors je dois faire un reproche à notre branche qui ne font pas assez pour les personnes qui ne correspondent pas à ces images. Car quelqu'un qui veut perdre du poids, la meilleure des choses, ça serait d'aller à la piscine, mais après tu y vas pas parce que tu as peur de te montrer en bikini, c'est absurde. Mais c'est justement ce que notre société crée sans le vouloir. Je pense que un grand nombre de ces phénomènes sont créés sans que la société le veut. Souvent on me dit dans les entretiens, c'est pas ça.
on s'énerve, on dit ouais, mais c'est pas ok de montrer ces boutons comme ça sur les médias sociaux. On pourrait faire quelque chose, on pourrait prendre un médicament, etc. Et moi, je trouve ça rigolo. Je me dis, est-ce qu'on n'a plus le droit de se montrer quand on souffre d'acné? Est-ce qu'on peut plus se montrer si on a des boutons? On ne sait pas. Si ces gens n'ont peut-être pas à être chez le dermatologue, mieux vaut voir ce qui se passe dans le visage de la personne que voir des personnes où toute la peau est couverte de fond de teint. Je vous regarde tous les deux et je sais qu'il y a des images ancrées dans notre société où on fait le lien entre ces images et le professionnalisme. Pensons justement à une esthéticienne. Je suis désolée de le dire, mais je suis honnête. Une femme qui a une peau parfaite, de manière intuitive, j'aurais plutôt confiance en une esthéticienne qui a une belle peau qu'une esthéticienne qui a de l'acné. Parce que je me dis, la femme qui a une belle peau, elle s'y connaît sûrement, alors je vais aller chez elle. Alors que ces femmes ont fait la même formation. Est-ce qu'il y a des stéréotypes auxquels il faut correspondre pour pouvoir exercer un métier? Est-ce que toi, qui es entraîneur de fitness, est-ce que tu dois avoir un six-pack pour être pris au sérieux par tes clients? Dans mon segment, moins, parce que ce n'est pas le six-pack qui prime, mais si tu te présentes comme entraîneur de fitness à 100%, tu dois être parfait. Tu dois enlever ton t-shirt, montrer ton six-pack, etc., comme la Baywatch. Cet effet doit être là. Dans le segment de la santé, tu dois, oui, être en santé et tu dois être assez performant, être conçu comme svelte, oui, svelte, oui. Moi, je pense que ça fait partie de la tension qu'on ressent vis-à-vis de soi-même. Et justement, on avait évoqué ces limites. Pour certaines personnes, il y a certaines personnes qui disent je ne peux pas renoncer au sucré, alors que moi, le sucré, c'est pas forcément un truc, j'en ai pas sans cesse besoin. Bon, parfois je fais un petit écart, mais qu'est-ce que tu ferais comme entraîneur? Si tu as affaire à quelqu'un qui a un métabolisme très très long et qui a une certaine tendance à être un peu plus gros, une telle personne, est-ce qu'elle est déjà exclue? Qu'est-ce qu'elle peut faire encore? Non, 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 je ne suis pas d'accord avec toi. Non, mais tu as dit, ouais, Svelte-Vie. Ouais. Moi, je pense que quelqu'un qui est scientifique du sport ou de la santé, c'est quelqu'un qui devrait pratiquer un certain sport, mais ça ne doit pas être un sportif d'élite, pas un athlète. Rodia, toi qui es psychologue de la nutrition, moi je me dis, Ronia ici connaît de A à Z en nutrition. Elle devrait avoir la meilleure peau, les meilleurs cheveux, le super corps, bon, tout ce que tu as bien entendu. Mais on a tout. Est-ce que toi aussi tu dois correspondre à une certaine image dans le domaine dans lequel tu travailles? Ça c'est très intéressant. Souvent, on voudrait bien que l'expert ou l'experte soit la version parfaite du métier, comme tu l'as dit, de l'esthéticienne qui doit avoir la peau parfaite pour que tu aies confiance dans cette personne. Alors que je trouve ça complètement absurde. Je dois te dire ouvertement, quelqu'un qui fait l'expérience, moi-même par exemple, je connais tout type de corps, ça fait partie de ma vie, et je connais tous les défis, tous les challenges. La consommation de médias sociaux, qu'est-ce que cela signifie? Une certaine auto-expérience, ça nous fait super bien. Et une certaine franchise, se dire, c'est une lutte. Je sais de quoi je parle. Il est très important de ne pas mélanger nos propres expériences avec la science. Je pense qu'un expert, qu'une experte doit d'une part maîtriser tout le savoir technique, mais on est quand même là comme individu et nos expériences personnelles comptent. Et je trouve très malsain si nous avons l'impression qu'il faut correspondre à une perfection. Je sais, Nick, que c'est pas ce que tu as dit, mais nous, comme expertes, il faut également s'émanciper de ces idées reçues et de ces idéaux et dire aussi, oui, c'est pas simple pour moi non plus. C'est OK. Parce que nous, les humains, nous sommes hyper complexes et ça n'a rien à voir avec la compétence technique, mais il s'agit d'avoir le droit de montrer le côté humain. Oui, c'est difficile et après une grossesse, regarder son ventre, ça peut être un challenge. Et alors, qu'est-ce qu'on en fait? Je ne veux pas dire que chez moi est parfait.
et j'explique ensuite comment ça se marche. Non, ça serait être une mauvaise experte. Il ne faut pas non plus faire semblant comme si on maîtrisait tout. Il faut regarder le tout de manière plus réaliste. La question que je vous ai posée, je voudrais bien la poser à Morena aussi. Morena, toi, tu es une représentante de ce mouvement de body positive. Est-ce que tu n'es pas trop svelte? Est-ce que tu ne devrais pas être plus grosse, plus ronde pour correspondre à cette idée, pour pouvoir parler de sujet? Toi qui es experte du body positive. Question hyper importante. Ça fait 10 ans que je suis sur les médias sociaux, ou peut-être un peu plus longtemps, depuis la naissance de Insta. Et après le trouble alimentaire que j'ai enfin surmonté, je me suis cherché d'autres exemples. J'ai dit, on arrête les influenceuses de fitness, je ne veux pas dire qu'elles sont nulles, mais pour ma santé mentale, c'est toxique. C'est toxique. J'ai carrément effacé mon compte, non, l'ancien compte, mais je ne me suis pas complètement éloignée des médias sociaux parce que je voulais affronter le problème. Et ensuite, je me suis à nouveau inscrite avec un compte privé et non plus avec fitness, perdre du poids, etc., etc. Donc, j'ai réouvert un autre compte avec mon nom. En tout cas, je suis tombée sur un compte Body Posy Panda. C'est une dame qui a plus d'1 million de followers, qui est une personne pas trop svelte, assez ronde. Je l'ai regardée, cette personne, je me suis dit, waouh! Elle accepte son corps, elle accepte son corps. Pourtant, elle est rondelette, on la voit en sous-vêtements colorés, joyeuse, super. Je dis super, super. Si elle y arrive, elle, moi aussi je vais y arriver. Voilà, c'était comme les femmes sveltes avant, maintenant c'est les femmes body positives. Voilà. Donc, j'ai affronté mon problème. Je ne suis pas contre la perte de poids, mais j'étais trop extrême, trop extrême. En tout cas, cette femme ou cette personne m'a permis de découvrir le body positive. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Je me disais, body positive. Ensuite, j'ai lu ses contenus et je me disais, OK, voir son corps de manière positive, très bien. Et c'est grâce à elle que je suis tombée sur d'autres comptes et je me suis rendu compte qu'il y a plein de personnes qui publient des posts avec le hashtag body positive et des personnes qui s'aiment bien, qui s'apprécient. Je me disais, waouh, ça c'est le nec plus ultra pour moi. Et j'ai lu de plus en plus de choses à propos de ce mouvement de body positive, mais uniquement des choses superficielles, bien s'aimer, s'accepter, se célébrer. Et puis, j'ai commencé à poster des choses sous ce hashtag. À un moment donné, que j'ai recommencé à m'accepter, ça a été un processus long, mais bon. Et puis, il y a de plus en plus de comptes où on a vu des personnes comme moi, assez svelte, assez près de l'idéal de la beauté, qui avait posté sous ce terme. Et je me disais, un mouvement qui dit qu'il faut accepter d'autres corps, des corps plus grands aussi. Ce mouvement, il est comme piqué par des gens sveltes. Je l'ai vu ailleurs aussi, je me suis rendu compte sur les médias sociaux, il y a un mécontentement de certaines personnes qui disent « vous avez volé notre mouvement ». Sous le hashtag body positive, on ne voit plus que des gens sveltes et c'est inacceptable car le body positive, c'est justement la visibilité de personnes marginalisées, discriminées. Et j'ai commencé à lire tous ces articles, je me suis rendu compte, je ne fais pas partie de ces jeunes parce que je ne suis quand même pas discriminée par la société, peut-être un tout petit peu comme femme, mais non pas à cause de mon corps. C'est comme ça. Et alors, je me suis rendu compte, finalement, ce n'est pas mon hashtag. Et c'est pourquoi je me suis écartée un petit peu de ce terme. Je ne me suis jamais considérée comme étant une ambassadrice de ce body positive. J'aime beaucoup parler de ce sujet, mais je ne dis pas que je suis l'incarnation du body positive. Et ce terme, c'est pas moi. Ce mouvement, il appartient à d'autres personnes.
Je voudrais bien soutenir ces personnes, je vais les encourager, mais je devrais dire aussi, en principe, il y a une autre personne qui devrait être ici, une personne qui ne reçoit pas la visibilité que je reçois moi. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. En effet, je suis trop svelte pour ce mouvement. Je soutiens ces gens et je fais tout ce que je peux faire pour les soutenir, mais moi-même, je suis trop svelte pour le body positif. Point bas. Nick, tu as dit tu es trop svelte pour ce mouvement. Mais bon. Mais il y a des femmes qui sont sveltes, alors elles ne correspondent pas non plus à ce idéal du corps rondelet. Est-ce que ces personnes ne s'appliquent peut-être pas à ces femmes? Ça, c'est une bonne question, intéressante. Le mouvement de l'amour propre est pour tout le monde, alors que le body positif, vu que c'est plutôt un mouvement politique, est vraiment pour des personnes fortement discriminées. Et vu que les personnes sveltes ou très très sveltes sont également harcelées, mais qu'elles sont quand même sveltes, elles ne sont pas tant discriminées que les autres, les personnes obèses. Et c'est pourquoi il faut dire que l'amour-propre, ce mouvement amour-propre est pour tout le monde, et le body positif devrait vraiment se concentrer sur des personnes obèses pour leur donner plus de visibilité, parce que ce n'est pas la même expérience de discrimination. Même si les personnes trop sveltes ont fait des expériences difficiles. Il y a un autre mouvement qui s'appelle Body Respect Schweiz, Body Respect Suisse, si ça vous intéresse. Et je pense qu'il faut également regarder le sujet activisme de Grèce. Et d'une part, c'est la diversité du corps. Nous parlons de tous les aspects du corps, que ce soit l'androgénie, donc les femmes toutes androgènes, que ce soit la peau des femmes hyper sveltes ou hyper grosses, dans toutes sortes de discrimination du corps. Mais après, il y a cette discussion que tu viens d'évoquer. C'est justement la visibilité des personnes obèses, très obèses. Ça, c'est donc, si vous voulez, un cluster à part, un groupe à part. Et c'est des activistes de l'obésité, de la Grèce, qui montrent comment des personnes très obèses vivent dans notre société. Est-ce que ces personnes sont visibles? Et comment sont-elles visibles? Bien entendu, nous pouvons discuter du BMI à partir duquel on appartient à ce groupe, mais ce n'est pas ce qui intéresse ce mouvement. Ils ne veulent pas dire à partir d'un indice de la masse corporelle XY, on appartient à ce groupe, oui ou non. Il s'agit plutôt d'unir toutes les forces de notre société pour créer une société qui est plus libérale à propos de l'aspect extérieur et du corps, une société qui est à même de réduire le niveau de discrimination pour éviter ces stigmatisations et ces exclusions qui rendent malades les personnes, qui permettent aux médecins de ne pas critiquer les personnes obèses, mais qui permettent à ces personnes obèses de se faire traiter de manière normale. Il y a beaucoup de personnes obèses qui ne sont pas traitées de manière normale par le médecin. On dit tout de suite, t'es gros, tu dois tout d'abord maigrir. D'ailleurs, j'ai vu un post Instagram de SRF News. Peut-être on pourrait rapidement nous montrer cette photo. Après le premier confinement de 2020, un grand nombre d'établissements thérapeutiques en Suisse ont vu qu'il y a de plus en plus de patients jeunes, surtout des patients jeunes souffrant de troubles alimentaires. Donc apparemment, le Covid a fortement influencé la santé mentale. Il y a eu des répercussions sur le corps. Il y a différentes théories derrière ce phénomène. D'une part, le Covid a créé beaucoup de problèmes psychiques. On parle de cet effet d'amplification. Des situations qui étaient déjà tendues se sont aggravées pendant la phase du Covid. Par exemple, si vous vivez une situation financière difficile, pendant le Covid, la situation est devenue plus grave. Et il y a eu parfois des escalations. Dans le domaine des troubles alimentaires, les troubles alimentaires, c'est quelque chose de très complexe. Il y a des structures très, très complexes derrière les troubles alimentaires qui font que la personne veut tout contrôler. Et la situation du Covid a créé en nous ce sentiment qu'on ne peut plus rien contrôler.
et le penchant de vouloir tout contrôler a été renforcé par toute la période du Covid parce qu'on avait l'impression de plus pouvoir contrôler sa vie. Donc, on a essayé de contrôler son alimentation. Et puis, le confinement a fait grimper encore la consommation de médias sociaux. On a traîné à la maison, on peut scroller sur son smartphone, même pendant le cours qui passe sur Zoom, parce que ça ne se voit pas. Tout ça, c'est des hypothèses, mais ce sont des tentatives d'explication pourquoi il y a eu de plus en plus de troubles alimentaires depuis le premier confinement 2020. À mon avis, les idiots de beauté sont devenus encore plus présents. Et toutes les personnes, ou beaucoup de personnes, se sont vues sur Zoom. Pendant tout le confinement, on s'est sans cesse vu sur Zoom. Sans cesse, on se voit dans la vidéo et ça fait créer quelque chose en nous. Le fait de le voir sans cesse sur un écran, dans une visioconférence, fait souvent qu'on se penche davantage sur son aspect extérieur. En effet, quand on se voit dans Zoom, on fait sans cesse attention à son visage. Par contre, si j'entre dans une salle de réunion, je n'ai pas de miroir devant moi. Et en effet, dans Zoom, c'est différent. Oui. Je pense qu'il faut faire une distinction entre des structures qui existent, des structures qui ont été amplifiées par la situation du Covid, et puis cette surexposition. Surexposition parce qu'on se voit sans cesse dans une visio, parce qu'on regarde sans cesse les médias sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des crises aussi pendant toute la phase du Covid, comme quoi, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, qu'est-ce que je fais, comment je gère. Et toute la sécurité psychique a disparu. Tout le sentiment de sécurité, il a disparu et ça fait que ça va renforcer les compulsions en nous. Il faut savoir que beaucoup de personnes compensent leurs émotions à travers l'alimentation. La nuit, devant la télé, allez, je vais manger du chocolat, chips, la glace, ou bien même des émotions positives au sens, je sais pas, j'ai passé un examen, je me fais du bien, allez, on va manger, on va trinquer. Donc, on fait une espèce de compensation avec l'alimentation. Moi aussi, j'étais débordée pendant les études. J'avais l'impression que je dois manger quelque chose. Je suis débordée. Le problème, ça a été que c'était pas une tablette de chocolat, mais de plus en plus. C'était ça le problème. Moi, je me suis tellement mise la pression. Je me disais, allez, j'ai mangé 2 petits morceaux de chocolat. Ça ne joue plus aucun rôle. Allez, je vais manger toute la tablette. Et puis, je me dis, mince, j'ai mangé toute la tablette. À partir de demain, c'est le régime. Et maintenant, je vais encore manger des cookies. Et ça continue, un cercle vicieux. Et je me suis rendu compte, demain, je vais commencer mon régime. Alors, aujourd'hui, je mange. Et je me disais, c'est toujours le même schéma, J'ai une émotion négative, je compense avec l'alimentation ou bien avec le sport. Ou bien j'ai fait excessivement du sport ou j'ai mangé excessivement. Donc, la voie royale, tu l'as pas trouvée. Ouais, tu l'as pas trouvée. Intéressant. Alors, je pense que tous les problèmes qui existent dans le contexte du body positive, nous les avons dépistés. Mais ce que je voudrais bien faire aussi, c'est de donner quelques pistes de solutions à notre public. Je voudrais bien commencer par la question suivante. Qu'est-ce qui est possible? Comment peut-on influencer son propre corps? C'est une question que je voudrais bien te poser, Nick. Bon, lorsqu'on parle de la manière d'influencer le corps, je veux parler des aspects extérieurs, mais plutôt du sport. Est-ce que je fais du sport parce que je voudrais encore perdre quelques petits grammes par-ci par-là ou parce que ça me fait du bien? Le sport et l'activité physique ont une forte influence sur le sentiment qu'on éprouve en soi. C'est une espèce de confirmation aussi qu'on est performant. Donc je pense que si vous souhaitez avoir un bon sentiment de votre corps, il faut suffisamment bouger. Bon, pour moi, le principal, c'est ce bon sentiment, se sentir. Et l'activité physique, ça sécrète aussi des hormones de bonheur, n'est-ce pas, indépendamment du corps. Oui, ce que tu dis, en effet. Si j'avais 30 kilos de trop, trimballer ces 30 kilos, monter avec les escaliers, c'est fou, c'est fou. En effet, tu peux taper sur l'épaule d'avoir monté ces escaliers avec ces 30 kilos de plus. C'est ce point important que tu as évoqué. Tant que
tant que je me concentre trop sur les aspects extérieurs, on va uniquement se concentrer sur ces aspects extérieurs. Mais après, il faut savoir aussi comment je me sens. Est-ce que je consomme suffisamment de substances nutritives? Il faut savoir que beaucoup de personnes obèses souffrent de malnutrition. Ça sonne abstrait, mais ces personnes ont un comportement alimentaire tellement restrictif, ils ne mangent jamais assez, le métabolisme descend, et les personnes sont en manque. Il faut réapprendre à sentir ce qu'il nous faut. Qu'est-ce qu'il me faut? Quels nutriments me faut-il? C'est quoi une alimentation équilibrée? Peut-être c'est pas très sexy, peut-être c'est pas ce qui correspond à la mode, mais c'est la bonne vieille cuisine, la bonne vieille alimentation équilibrée. Comment est-ce que je peux bouger régulièrement? Comment je fais faire attention à ma psycho-hygiène? Comment est-ce que je peux dormir assez? Ça, c'est central pour notre santé et pour notre corps. Il faut à tout prix revenir à toutes ces questions. Notre corps nous rend service, il fait partie de nous et nous avons besoin de cette conscience pour le corps, la conscience du corps. Comme tu as dit, une fois que tu es accro au sport ou que tu vis ce trouble alimentaire, tu es tellement au bout du rouleau. En principe, tu pourrais être hyper belle, mais tu ne te sens pas parfaite, pas bien. C'est terrible. Et il faut à tout prix résoudre le problème que tu as su résoudre. Morena, parlons des trucs et des astuces. Nous avons déjà parlé des médias sociaux. Tu nous as déjà dit il faut peut-être effacer le compte et créer un nouveau compte et suivre les bonnes personnes. Je voudrais bien évoquer une autre question. C'est l'empreinte culturelle. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant aussi pour comprendre le tout. Les empreintes culturelles, les normes. Tu as par exemple un partenaire cubain. Pour lui, le corps idéal, c'est pas forcément le corps idéal d'une personne de l'Europe occidentale. Mon partenaire, il m'a toujours dit qu'il veut pas que je sois plus svelte, donc il aime bien. Il m'a dit qu'à Cuba et en Amérique du Sud, c'est plutôt l'inverse. On a tendance à préférer des femmes plutôt rondelettes, des femmes beaucoup plus rondes qu'ici en Europe occidentale. Et je l'ai mentionné dans mon livre aussi. Je ne sais plus exactement ce qu'il a dit, mais il m'a dit, ou moi j'ai dit, ou bien on voyage dans la mauvaise ère, ou bien sur le mauvais continent, car sur d'autres continents, comme par exemple en Afrique, on apprécie également plutôt les femmes rondes, à courbes, parce que ça signifie qu'elles mangent assez et ça signifie également qu'elles sont un peu plus riches, qu'elles ont un peu plus d'argent, elles peuvent se permettre cet argent. C'est simple comme tout, si on y pense. Mais il faut dire aussi, et ça concerne peut-être le Cuba et l'Amérique latine surtout, que l'idéal de beauté occidentale est quand même reconnu et apprécié dans ces pays-ci et influence de plus en plus ces pays aussi. Donc même en Amérique latine, les femmes vont de plus en plus souvent au fitness et puis ensuite il y a encore ce idéal de la beauté de Sophia Loren, le corps de sablier qui est encore plus difficile, mais bon. Le Cuba a longtemps eu des difficultés à accéder à Internet. Depuis 2 ans, c'est plus comme ça. Il m'a dit, ça change, Internet, ça change beaucoup de choses aussi. Il y a des personnes qui commencent à utiliser les médias sociaux, qui commencent à se comparer à ces vedettes des États-Unis et de l'Europe. Tout ça, ça sont des normes et des tendances occidentales qui commencent à influencer les gens sur place aussi. Je trouve ça un aspect vraiment intéressant parce que moi, j'ai grandi dans la culture tamoule et j'ai consommé beaucoup de films de l'Inde et des femmes courbées qui, à notre avis, sont vraiment grosses. Elles étaient les idéaux de la beauté. Parce que justement, elles venaient de familles riches et maintenant tu vois dans les films plus récents qu'on s'adapte plutôt à l'idéal occidental, les femmes sont plutôt sveltes. Ces images, il faut les comprendre. Ces images, elles nous influencent. Oui, c'est un processus de socialisation qui se mondialise. La mondialisation ne s'arrête nulle part. Nos structures capitalistes font aussi que le commerce ne s'arrête pas aux frontières nationales. C'est disponible partout et c'est célébré. Et ces structures, elles sont apprises par tous les enfants.
Et ça n'a pas toujours été comme ça. L'idéal de la beauté, il a toujours existé, mais il a sans cesse changé. Ça n'a pas toujours été le même idéal. Les femmes sveltes, l'être svelte n'a pas toujours été la star. À d'autres époques, c'était des corps différents. Je pense qu'aujourd'hui, déjà, ça a beaucoup changé. On est passé d'un mannequin hyper svelte à un mannequin très courbé. Et on a des implants de fesses maintenant. Kim Kardashian, par exemple. C'est fou, hein? Moi aussi, je dirais. Maintenant, c'est plus les hyper svelte qui sont à la mode. C'est ce que je constate. Souvent, j'ai des filles maintenant qui viennent voir, qui me disent « Je voudrais bien avoir plus de hanches, plus de seins, plus de fesses. » Des courbes, oui, mais toujours au bon endroit. Oui. Mais avant, personne ne serait venu au fitness sans avoir un corps de rêve, alors qu'aujourd'hui, les filles, elles sont beaucoup plus fières d'elles. Et ça, je trouve ça bien. Compliment. Je pense que les femmes ont une avance par rapport aux hommes. Elles sont plus fières d'elles. Elles osent plus faire. Je pense que l'homme, Cristiano Ronaldo est parfait, James Bond est parfait, tous ces Bonds sont parfaits. Et les jeunes filles, je trouve qu'elles sont beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus fières. C'est moi, je suis comme ça. Alors que les jeunes hommes ont souvent honte de ne pas avoir pas assez de muscles. Je suis trop svelte comme homme. Donc penses-tu que comme femme, on a déjà plus progressé parce elle s'est tellement battue contre cette critique extérieure. C'est ce que je perçois là, dans mon petit microcosme où je travaille. Intéressant ce que tu dis, Nick. Parce que dans la société suisse, en effet, il y a beaucoup de jeunes hommes qui disent qu'ils voudraient bien avoir plus de muscles. C'est très internalisé et ça crée justement des addictions au fitness. Donc des jeunes garçons commencent à soulever des poids alors qu'ils sont encore beaucoup trop faibles pour supporter ce poids. C'est un phénomène d'actualité. Alors, il faut faire attention à d'autres aspects. Il ne faut pas seulement se concentrer sur le poids, mais sur les autres aspects aussi. Et il ne faut pas seulement regarder les femmes, mais les hommes aussi. La diversité, les différents genres, toute la diversité, tout autour des genres, enfin rendre visible ceci dans notre société. On parle sans cesse des hommes et des femmes. Il y a un spectre beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus diversifié. Il n'y a pas seulement le corps des femmes, des hommes, c'est beaucoup plus complexe que cela. Ce qu'il faut apprendre, c'est que cette complexité doit devenir de plus en plus visible. Et il faut qu'on soit tous visibles avec toutes nos facettes. Merci bien, Ronia. Malheureusement, l'heure est révolue hyper vite, le temps est passé hyper vite. Je voudrais bien boucler cet exposé avec les questions du public qui me sont affichées sur cet exposé. On a posé la question, qu'est-ce qui serait correct ou qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces personnes pour qu'elles s'acceptent telles qu'elles sont. Je voudrais bien prendre cette question pour vous poser une autre question. Ronia. Si tu as affaire à quelqu'un qui n'est pas tout à fait d'accord avec elle, donc si tu pouvais donner une tâche d'amour de soi à quelqu'un, moi je dis vraiment, si ce sujet te pose problème, adresse-toi à un expert, une experte. Tu n'es pas seul avec ce sujet. Parle-en à tes amis, ta famille, et quels sont les devoirs, quel genre de devoirs tu pourrais faire, quelle pourrait être une tâche d'amour de soi. Parfois, ça fait du bien de passer en revue cette journée négative et de se faire des compliments. Mets-toi devant ton miroir et dis « Qu'est-ce que je sais faire? Je sais peut-être faire plein de choses. » Ne pas dire « Oula, là, je suis trop gros, ma peau est moche. » Mais plutôt se poser la question, savoir « Qu'est-ce que j'ai déjà fait dans ma vie ?» Dire merci à mes jambes, merci chères jambes, vous me portez jour après jour. Mes pieds, vous me portez jour après jour. Passer en revue de manière attentive son corps et remercier le corps de sa fonctionnalité et de tout ce que notre corps sait faire pour nous et de toutes les forces que le corps nous donne. Tous ces petits bourrelets, c'est moins important. Merci beaucoup. Nick, je voudrais bien te poser la même question. Quel devoir tu donnerais aux personnes? Quel devoir d'amour-propre? Ronia a dit tant de choses que je peux confirmer ce que Ronia a dit. Et ce que tu as dit avant,
je trouve ça très, très important aussi. Remettre en question ses propres idéaux et peut-être constater aussi que, franchement, les aspects extérieurs, c'est pas tout. Tu avais évoqué ce negative talk. J'ai beaucoup de copines qui critiquent quelque chose et je voudrais bien leur recommander de dire arrête de dire des choses négatives à propos de ma copine, elle est bien. Petite astuce que je pourrais lui donner. Moi, je dirais jamais, jamais du mal de ma copine. Alors toi, copine, arrête de dire du mal de toi-même. Morena, toi aussi, tu as l'occasion. Quel devoir d'amour de soi tu donnerais aux gens? Tout a été dit. Ce qui m'a beaucoup aidé, moi, c'est me rendre compte que les doutes que j'éprouvais vis-à-vis de moi-même se référaient à moi-même, mais que les sources étaient ailleurs. Et c'est la colère qui m'a aidée. Colère vis-à-vis de l'industrie de la mode, l'industrie de la beauté, toutes ces personnes de pouvoir qui investissent beaucoup d'argent pour qu'on investisse encore plus d'argent pour ces produits de régime de beauté. On a inventé des crèmes, des potions, des milliers de programmes, des pilules, des shakes, des choses très fortes, malsaines pour gagner de l'argent. Parce que nous éprouvons quelque chose ou nous avons quelque chose de tout à fait naturel. Moi aussi, j'aurais bien voulu avoir un corps plus joli après la grossesse. Mais bon, je ne dois pas acheter une lotion qui sert à strictement rien. Donc, qu'on ne veuille pas gagner de l'argent avec moi. Moi, cette colère m'a aidée. Cette colère de dire pourquoi est-ce qu'il faut éprouver en nous ce sentiment d'insécurité? Pourquoi est-ce qu'il faut être tellement peu sûr de soi-même au lieu d'être nous-mêmes? Il y a des personnes qui gagnent de l'argent parce que nous, on éprouve ce sentiment d'insécurité. Morena, merci beaucoup pour ce commentaire honnête. Je trouve ça franchement real talk. Ça a été très honnête. J'ai bien aimé ce à tout prix vite à propos du body positive. Merci beaucoup pour votre attention. Merci d'avoir posé des questions dans le chat aussi. J'espère que cette réunion vous a aidé. Faites-nous un petit feedback, s'il vous plaît. Donc, s'il vous plaît, remplissez le formulaire de feedback que vous voyez en bas pour qu'on puisse sans cesse améliorer ce à tout prix Body Fit Talk. Je remercie mes invités dans le studio. Je vous remercie de cet échange critique, honnête, de la définition de ce que c'est le body positive. J'ai appris beaucoup de choses. J'espère que vous avez beaucoup appris aussi. Et c'est ainsi que je vais clôturer le talk d'aujourd'hui. Mais je voulais encore vous demander de noter le 20 janvier 2022. Ça sera à nouveau un Atoprix Fit Digital Talk. Un sujet, faire de l'exercice dans le froid. Donc on sera de retour de manière numérique pour vous, un groupe d'experts, à nouveau avec Nick. Nick sera un des intervenants. Nous avons un médecin du sport et nous avons une professionnelle de la rame qui sera sur place. Le tout sera animé par ma très chère collègue Verena Kochin. Donc, s'il vous plaît, notez le 20 janvier 2022, participation gratuite comme d'habitude. Donc, nous vous proposons un autre à tout prix Fit Digital Talk en saison froide. Voilà. Merci beaucoup d'avoir participé à cette réunion. Je vous souhaite une belle soirée et à tout bientôt. Au revoir.